j'ai essayé de mettre quelques échantillons de la fécondité qu'a eu la déclaration de Fribourg en France dans la démarche qu'on a amorcée il y a 10 ans maintenant. Donc puisqu'ils sont là, je vais les nommer, avec Irénée Favero, avec Anne Aubry, plus récemment avec Marthe Bouganim, avec Jean-Pierre Chrétien-Goni. Alors on a amené nos camarades de jeu et puis d'autres plus récents aussi qui sont là avec des groupes de travail qu'on anime de manière un peu dans l'idée de transférer cette méthodologie de Paideia, parce qu'on a beaucoup parlé de déclarations là, qui sont nées, inspirées, nourries de Fribourg. Nous, ce qu'on a essayé de transformer, c'est de la méthodologie de travail pour traduire cette déclaration qui a été ô combien nécessaire pour donner un contenu à ces droits. Jusque-là, en tout cas, quand on commence à y travailler, on les énonce, on les entend énoncer, on les entend déployer dans les propos notamment de Patrice qui intervient à cette époque-là assez fréquemment en conférence en France, ici ou là. Mais par contre, on n'arrive pas à s'en saisir pour traduire. Et nous, c'est ce à quoi on s'emploie depuis 10 ans, c'est s'attacher à ce que la déclaration de Fribourg donne comme contenu de ces droits pour passer ces outils à des professionnels de l'action publique qui soient dans les collectivités locales ou des acteurs associatifs et institutionnels pour qu'eux-mêmes mettent leurs propres mots pour traduire ces notions, ces concepts, cette philosophie, cette éthique dans l'action au quotidien. Et donc, pour ça, la déclaration elle a été juste indispensable, parce que jusque-là, ce n'était que du déclaratoire, justement. Ça ne terminait la plupart du temps que les conclusions des colloques. Il faut développer les droits culturels des personnes, mais on ne savait pas quoi, comment. Et donc l'énoncé notamment des 8 droits culturels, puisqu'on les a dénombrés au nombre de 8, et je pense qu'il y aura un débat sur le sujet demain matin dans la clarté dans laquelle ils sont énoncés dans la déclaration, puisqu'ils sont cités dans 6 articles et pas 8. Nous, ça a changé de notre point de vue la manière dont les personnes ont pu s'en emparer, la pédagogie que la déclaration de Fribourg a pu faire auprès des personnes, c'était de s'emparer de ces 8 notions, de l'identité, de la diversité, du patrimoine, de la communauté, de la participation, de la coopération, de l'éducation et de l'information. Et le fait de conceptualiser de manière aussi simple ces 8 notions a permis vraiment aux acteurs de s'en emparer, pas de manière simpliste, mais au départ avec une porte d'entrée simple. Donc il y a cette nécessité de faire pédagogie pour que chacun s'en empare et permettre je pense aussi après de relire la complexité de son action dans ces notions-là. Ce qu'on a fait dans Paideia depuis 10 ans, c'est donc ouvrir des espaces de travail où ces interprétations et ces traductions des droits ont été possibles, et ouvrir des espaces de travail qui n'existaient pas jusqu'alors, qui n'existent pas beaucoup d'ailleurs en dehors de ces démarches, où les gens peuvent se croiser hors secteur, enfin en transversalité entre différents secteurs professionnels, le milieu culturel qui avait confisqué un petit peu quand même la notion, avec le milieu social, les gens qui travaillent sur l'aménagement du territoire, la santé, l'éducation et autres domaines. Donc des espaces de travail interdisciplinaires, des espaces de travail interhiérarchiques, parce que l'action publique en France et ailleurs, je suppose, la bureaucratie souffre énormément des découpages hiérarchiques dans lesquels les gens sont obligés de travailler et les empêchent de faire les liens absolument indispensables pour que ces droits culturels s'exercent. Donc des espaces interdisciplinaires, interhiérarchiques, avec des acteurs de tous les domaines associatifs, institutionnels et de la collectivité publique, et des espaces permanents où l'évaluation de son travail ne se fait plus au titre de la récompense et on va dire de la valorisation de ce qu'on a réussi à faire. On a ouvert des espaces, je pense, de ce point de vue assez inédit à travers l'analyse de cas qu'on a fait au regard des droits culturels, où l'objectif n'était plus seulement de venir dire et se présenter comme étant porteur d'actions exemplaires, mais où l'objectif était de venir observer son travail au regard de l'exercice de ces différents droits culturels, en mettant à jour, bien entendu, ce qui était fait de ce point de vue, mais évidemment, très vite, ce qui n'était pas fait et ce qu'on pouvait améliorer et comment on pouvait faire progresser l'effectivité de ces droits. Et ça a produit un travail extrêmement fécond qui a permis d'écrire beaucoup de documents et notamment de politiques publiques
Mais au-delà, et ça c'est notre petit nouveau, au-delà de l'écriture de politique publique, on a mis à jour au fil de ces années des récurrences, alors qui sont ces droits évidemment, mais qui sont aussi des logiques d'action, ce qu'on a appelé plus globalement des typologies, au travers desquelles il est quasiment indispensable de passer si on veut traduire vraiment ces droits culturels dans l'action publique. Alors je peux en nommer quelques-unes, ou les nommer toutes d'ailleurs, parce qu'il y en a 10 qui ont été un peu énoncées, qui traversent la question de l'accueil. Je vais reprendre la page de sommaire. La question de l'accueil, la question de la gouvernance partagée, la question de l'organisation en communauté, de l'intermédiation, des modes d'expression, de l'apprentissage permanent, du travail du milieu, de l'économie sociale, des ressources patrimoniales et de l'accompagnement. Alors c'est des choses qui peuvent paraître assez hétérogènes, mais c'est des points d'entrée extrêmement opérationnels où on propose en fait dans ce petit guide un questionnement et une auto-évaluation en fait de son action à travers un questionnement qui traverse ces différents domaines d'action, ces différentes typologies. Donc l'opérationnalité pour nous de la déclaration de Fribourg, elle rentre dans la capacité qu'ont les acteurs à s'en emparer et à mettre leurs propres mots sur ces notions. Il y a en France un débat quand même sur le fait de dire que les droits culturels sont définis à travers les travaux de Fribourg ou au-delà. Nous, on défend beaucoup l'idée de reconnaître cet apport. On le défend énormément, mais avec, à mon avis, un point de veille à adopter qui est de dire que travailler les droits culturels, c'est pas faire allégeance aux travaux de Fribourg. Et je pense qu'il y a un souci que j'aimerais poser peut-être en introduction à des débats de demain matin. Il y a un souci de ce point de vue. Il faut reconnaître ces travaux, mais aussi reconnaître la nécessité que ça fasse une passation. Et il me semble que ce frein-là, à penser que si on reconnaît les travaux de Fribourg, c'est faire allégeance, empêche de se saisir des vrais contenus des droits culturels. Donc je pense que c'est un enjeu qu'on peut discuter demain matin. Il y en aurait un deuxième, qui est de reconnaître dans les travaux d'autres recherches, d'autres chercheurs, l'importance des droits culturels qui n'apparaissent pas nommés explicitement. Je ne sais pas si c'est très clair de le dire comme ça, mais il y a énormément de travaux qui s'y réfèrent sans les nommer. Et je pense qu'on aurait un enjeu à agrandir cette communauté en se reconnaissant aussi de recherches qui peut-être en étant reconnues comme telles feraient un effort de pédagogie sur cette dimension culturelle des droits humains qui est très très présente dans leurs travaux parfois, mais qui n'est pas nommée comme telle. Je crois que je vais m'en arrêter là, mais tous ces documents sont à disposition et ici et un tout petit mot parce que je l'ai mis sur la table. Ça peut paraître très anecdotique, mais ça nous semble être un enjeu majeur aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'école et de travailler avec les enfants. Salut Joanne. Et c'est de travailler avec les enfants au cœur de l'école. Alors on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale qu'on osait rêver, qui peut-être le permettra davantage, je ne sais pas, mais en tout cas on est en train d'essayer de développer avec Jean-Pierre un jeu pour les enfants et un kit pédagogique à destination des enseignants pour que ceux-ci travaillent vraiment les droits culturels au cœur de leur enseignement. Et c'est un énorme défi. Et voilà, on aimerait bien jouer avec vous peut-être pendant le séminaire. Non, brièvement, Christelle, parce que toi, tu connais ça très bien, mais j'aimerais bien que tu dises avec qui vous avez travaillé, parce que vous avez eu plein de travaux avec des départements, des villes, des institutions. Et je pense, toi, tu le sais, donc tu ne le dis pas. Donc j'aimerais que tu le dises, voilà. Non, mais il y en a, parce que je pense, non, mais juste pour montrer, puisqu'on est quelle est la nature des et puis interlocuteurs. Oui, et puis l'ampleur du travail qui a été fait.
Effectivement, c'est parce que j'ai l'impression de parler à beaucoup de monde qui connaît la démarche et du coup, peut-être je ne nomme pas assez explicitement. C'est un travail qui a commencé à une échelle interdépartementale. Jean-Damien Collin, qui est là, était à l'origine de cette collaboration. Puis petit à petit, qui s'est développé dans d'autres types de collectivités. Mais effectivement, il y a eu des centaines, des milliers d'acteurs à vraiment se mettre au travail dans des espaces permanents. Dans certains départements, ça a duré 7 années. Dans le Nord et dans la Manche, ça a duré 7 années de travail avec 4-5 rencontres par an. Donc c'est des rencontres qui rassemblent 50, 80, 100, 150 personnes parfois, qui travaillent régulièrement, qui entre chaque rendez-vous font des analyses de cas qu'on suit individuellement. Il y a eu plus de 400 analyses de cas collectées pendant ces 10 années, qui ont servi à l'écriture de ces politiques publiques, mais qui ont aussi servi d'espace d'échange de pratiques entre les acteurs et comment on appelle ça, oui, de travail entre pairs et de travail de mise en réseau pour solliciter les uns les autres comment tu fais dans tel type d'action, comment tu réussis à accompagner ce type de démarche. Et donc ça a quand même impacté profondément, je pense, avec d'autres démarches, mais celle-ci a quand même impacté profondément l'écriture des politiques publiques en France, jusqu'à peut-être une récente délégation. Je salue Anne-Christine Micheux qui est là et qui nous soutient depuis de longues années au sein du ministère et qui participe maintenant d'une délégation qui en aurait en partie la mission. On espère en tout cas qu'elle va la développer. Donc en fait, c'est une démarche qui s'est déployée à toutes les échelles des collectivités, les communes, les intercommunalités, les départements, un petit peu les régions, pas tant que ça, parce que les régions, je pense, sont des trop grands enfin, voilà, Jean-Michel qui est là a travaillé à l'échelle d'une région. La question régionale est une question voilà, complexe, peut-être, dans les échelles des collectivités. En tout cas, l'échelon départemental, nous, on a adoré, on l'a trouvé très, très efficient. L'échelon intercommunal aussi, communal évidemment. Et puis les réseaux d'acteurs sur les différents champs, et pas que dans le milieu culturel. On a notamment travaillé beaucoup en protection de l'enfance. Et alors là, c'était extrêmement pertinent, mais je n'ai pas le temps de développer. Merci. Voilà, Jean-Michel, qui veut parler? Tout dit? Ah, Ibrahim, tu veux dire quelque chose? On t'écoute. Rapidement, pour atténuer ta matrice, pour corriger mon expression, ce n'est pas la dimension déclaratoire qui a besoin d'être revisitée, c'est la partie opératoire, pas déclaratoire. Ça veut dire déjà pour repenser la déclaration en 15 ans. C'est un peu peut-être tôt, mais c'est l'aspect opératoire, et c'est surtout le fait qu'il y a parce que c'est les modes d'opération qui changent pour nous de façon instantanée. Et ce type de documents qui peuvent se révéler à travers une dimension inane opératoire de la partie déclaratoire est à mon avis une formule intéressante à contempler. En un mot, la culture comme la religion est une arme aussi. Et à ce moment-là, comment distinguer l'arme de la définition, à la fois dans la culture et dans la religion, c'est ça qui mérite l'action opératoire beaucoup plus que l'action déclaratoire. Merci, tu nous rassures, Ibrahim. La déclaration, c'est éclairer, c'est déclarer. Donc c'est fort. Et en même temps, effectivement, dans les aspects opératoires, opérationnels, il y a aussi de la démonstration. Et donc le lien entre la clarification conceptuelle et cohérente et la démonstration par les preuves, en quelque sorte, il est complètement central. C'est ça qui fait avancer.